Nous sommes des dieux et nous l'avons oublié. Dans l'enseignement de ce jour, je viens partager avec toi un extraordinaire fragment de la pensée du très célèbre Nikola Tesla, dans lequel il nous dévoile pourquoi et comment nous sommes des dieux, mais que nous l'avons oublié. Nikola Tesla est né le 10 juillet 1856 à Smiljan, dans l'Empire d'Autriche, actuelle Croatie. Et il est mort le 7 janvier 1943 à New York. Le présent fragment a été divulgué comme étant le dernier entretien de cet homme considéré comme l'un des plus novateurs et des plus mystérieux ayant jamais vécu sur Terre. Dans cet échange, réalisé dans son laboratoire de Colorado Springs avec le journaliste John Smith du magazine Immortality, ce grand inventeur et visionnaire de l'ère moderne dévoile une nouvelle vision de l'humanité où tout bascule métaphoriquement dans un combat sans merci entre la lumière et les ténèbres. Il faut noter que Nikola Tesla est l'un des scientifiques exceptionnels de l'époque moderne qui a su comment travailler spirituellement avec l'élément éther, un élément qui représente l'espace dans lequel tout se produit, la présence et la conscience, et sur lequel les nouveaux apologistes de la physique quantique reviennent aujourd'hui. Je t'invite donc à être extrêmement attentif, car ce que tu vas entendre aura indiscutablement un impact transformationnel sur ta manière de penser. Monsieur Tesla, vous avez gagné la gloire de l'homme qui s'est impliqué dans les processus cosmiques. Qui êtes-vous, Monsieur Tesla? C'est une question intéressante, Monsieur Smith, et je vais essayer de vous donner la meilleure réponse possible. Certains disent que vous venez de Croatie, de la région connue sous le nom de Lika, et que vous avez dû être un enfant heureux, entouré d'arbres, de rochers et d'un ciel étoilé. On dit que votre ville natale porte le nom d'une fleur de montagne et que la maison où vous êtes né se trouve à côté de la forêt et de l'église. En fait, tout cela est vrai. Je suis fier de mon origine serbe et de ma patrie croate. Les plus futuristes disent que vous avez déjà écrit non seulement une page d'honneur du XXe siècle, mais que vous l'avez déjà aussi fait pour le XXIe siècle. Savez-vous qu'ils ont écrit des odes au moteur à induction et qu'ils célèbrent le champ magnétique en marche inverse? À propos de l'inventeur, donc vous, il l'appelle le chasseur qui a capté la lumière des profondeurs de la Terre et le guerrier qui a capturé le feu du ciel. On dit de lui qu'il est le père du courant alternatif, celui qui fera que la physique et la chimie s'imposent dans la moitié du monde. L'industrie le nommera son saint suprême et il sera un banquier pour les plus grands bienfaiteurs. Dans son laboratoire, pour la première fois, un atome a été sectionné. Une arme a été créée qui provoque des tremblements de terre au moyen des vibrations. Des rayons noirs cosmiques y ont été découverts. 5 races le prieront dans le temple du futur parce qu'il leur a enseigné un grand secret, que les éléments de l'ingénieur et médecin grec Empédocle peuvent être arrosés par les forces vitales de l'éther. Oui, ce sont là quelques-unes de mes découvertes les plus importantes. Pourtant, je suis un homme vaincu. Je n'ai pas atteint le plus grand de mes objectifs. Quel est cet objectif, Monsieur Tesla? Je voulais éclairer la Terre entière. Il y a assez d'électricité pour créer un deuxième soleil. La lumière apparaîtrait autour de l'équateur comme un anneau autour de la planète Saturne. L'humanité n'est pas prête pour la grandeur. À Colorado Springs, j'ai imprégné la Terre d'électricité. Nous pouvons aussi arroser les autres énergies, comme l'énergie mentale positive, que l'on trouve dans la musique de Bach ou de Mozart,
ou dans les vers des grands poètes. La terre renferme des énergies de joie, de paix et d'amour qui s'expriment. Par exemple, à travers une fleur qui pousse sur la terre, la nourriture qui en sort et tout ce qui en fait la maison de l'homme. J'ai passé des années à chercher comment cette énergie peut influencer les gens. La beauté et le parfum des roses peuvent être utilisés comme médicaments et les rayons du soleil comme nourriture. La vie a un nombre infini de formes et le devoir du scientifique est de trouver dans toutes les formes la matière. 3 choses sont essentielles à cet égard. Tout ce que je fais, c'est de les chercher. Je sais que je ne les trouverai pas, mais je ne les abandonnerai pas pour autant. Quelles sont ces choses? L'un des premiers problèmes est la nourriture. Quelle énergie stellaire ou terrestre peut nourrir les affamés de la terre? Avec quel vin peut-on étancher toutes les soifs, afin que les gens puissent réjouir leur cœur et comprendre qu'ils sont des dieux? La deuxième chose est de détruire le pouvoir du mal et la souffrance qui afflige la vie de l'homme. Parfois, cela se produit comme une épidémie dans les profondeurs de l'espace. Au cours de ce siècle, la maladie s'est propagée de la Terre à l'univers. La troisième chose est: y a-t-il un excès de lumière dans l'univers? J'ai découvert une étoile qui, selon les lois astronomiques et mathématiques, pourrait disparaître sans que rien ne change. Cette étoile se trouve dans cette galaxie. Sa lumière peut être émise avec une telle densité qu'elle tient dans une sphère plus petite qu'une pomme et plus lourde que notre système solaire. Les religions et les philosophies enseignent que l'homme peut s'approcher du Christ, de Bouddha et de Zarathustra. Ce que j'essaie de démontrer est plus révolutionnaire et presque inaccessible. Dans l'univers, nous sommes tous connectés et affectés par les mêmes schémas spatio-temporels, de sorte que chaque être peut naître comme le Christ, le Bouddha ou Zarathustra. Je sais que la gravité est défavorable à tout ce qui doit voler, et mon intention n'est pas de fabriquer des appareils volants, mais d'apprendre à l'individu à reprendre conscience de ses propres ailes. J'essaie également de réveiller l'énergie contenue dans l'air. Il existe d'importantes sources d'énergie. Ce que l'on considère comme de l'espace vide n'est qu'une manifestation de la matière qui n'est pas éveillée. Il n'y a pas d'espace vide, ni sur cette planète, ni dans l'univers. Les trous noirs, comme les appellent les astronomes, sont les plus puissantes sources d'énergie et de vie. Monsieur Tesla, à la fenêtre de votre chambre, à l'hôtel Waldorf Astoria, au 30e étage, tous les matins, les oiseaux y entrent. Un homme doit être sentimental envers les oiseaux. C'est à cause de leurs ailes. L'homme les avait à une autre époque, réelles et visibles. Vous n'avez pas cessé de voler depuis ces jours lointains, à Smiljan. J'ai voulu voler du toit et je suis tombé. J'ai fait cette farce dans mon enfance et je me souviens que les calculs d'un enfant peuvent être erronés. Les ailes de la jeunesse veulent tout avoir dans la vie. Avez-vous déjà été marié, monsieur Tesla? Vous n'avez aucune affection connue pour l'amour ou pour une femme? Les photos de votre jeunesse vous montrent comme un homme séduisant. Oui et non. Il y a 2 points de vue. Soit on a beaucoup d'affection, soit on n'en a pas du tout. Le juste milieu sert à rajeunir l'espèce humaine. Pour certains hommes, les femmes nourrissent et renforcent leur vitalité et leur esprit. La solitude fait de même pour les autres. J'ai choisi cette deuxième voie. Monsieur Tesla, c'est comme lorsque vous avez dit que vous êtes né de votre père et non de vous-même. Exactement. Qu'en est-il de la naissance de l'univers? La matière est créée à partir de l'énergie originelle et éternelle que nous connaissons sous le nom de lumière. Elle brillait et les étoiles, les planètes, l'homme
et tout ce qui se trouve sur la Terre et dans l'univers sont nés. La matière est l'expression d'une infinité de formes de lumière, car l'énergie est plus grande que ce que nous pouvons concevoir. Il existe 4 lois de la création. Quelles sont ces lois, Monsieur Tesla? La première loi est que la source de tout ce qui nous semble déroutant est une intrigue impénétrable que le mental ne peut pas concevoir, ou que nos mathématiques, selon le temps qu'elles mettent à progresser, pourront nous aider. Dans cette parcelle s'inscrit l'univers tout entier, mais nous marcherons bientôt vers elle comme des enfants qui s'instruisent. La deuxième loi est l'obscurité expansive, qui est la véritable nature de la lumière, de l'inexplicabilité de quelque chose qui finit par devenir lumière. La troisième loi est la nécessité pour la lumière de devenir elle-même. La quatrième loi est la suivante. Il n'y a ni commencement ni fin. Les 3 lois précédentes se réalisent toujours et la création est éternelle. Je crois que je comprends. Rappelez-vous, ce n'est pas l'espace qui est courbe, c'est l'esprit humain qui ne peut pas comprendre l'infini et l'éternité. Je suis une partie de la lumière, et c'est de la musique. La lumière remplit mes 6 sens. Je la vois, je l'entends, je la ressens, je la sens, je la touche, j'y pense. Y penser est mon 6e sens. Les particules de lumière sont des notes écrites. Un éclair peut être une sonate entière. 1000 boules de lumière sont un concert. Pour ce concert, j'ai créé une boule de foudre qui peut être entendue sur les sommets glacés de l'Himalaya. À l'école, l'un des premiers théorèmes qu'on apprend en mathématiques, c'est celui de Pythagore. Qu'en pensez-vous, Monsieur Tesla? En ce qui concerne Pythagore et les mathématiques, un scientifique ne peut et ne doit pas empiéter sur ces 2 éléments. Les nombres et les équations sont des signes qui marquent la musique des sphères. Ces sons sont des messages adressés à l'esprit sur le sens de la vie, sur le fait que l'univers existe en parfaite harmonie et que sa beauté est la cause et l'effet de la création. Cette musique est le cycle éternel des cieux stellaires. La plus petite étoile a complété la composition et fait également partie de la symphonie céleste. Les battements du cœur de l'homme font partie de la symphonie de la Terre. Newton a découvert que le secret réside dans la disposition géométrique et le mouvement des corps célestes. Il a reconnu l'existence d'une loi suprême d'harmonie dans l'univers, ce qui est tout le contraire de cette époque de bruit et de fureur. Monsieur Tesla, entendez-vous cette musique? Je l'entends tout le temps. Mon ouïe spirituelle est aussi grande que le ciel au-dessus de nous. J'ai augmenté mon ouïe naturelle. Une fois créé, le son est éternel. Pour un homme, il peut disparaître, mais il continue d'exister dans le silence qui est le plus grand pouvoir de l'homme. L'éther existe, et ce sont ces particules qui maintiennent l'univers en harmonie et la vie dans l'éternité. Dites-moi s'il vous plaît, quelles conditions un ange adopte-t-il pour vivre sur la terre? J'en connais 10. Je documenterai toutes vos paroles, mon cher monsieur Tesla. La première condition est une grande conscience de votre mission et du travail à accomplir. Cette conscience doit exister, ne serait-ce que vaguement, dans les premiers jours. Ne soyons pas faussement modestes. Le chêne sait qu'il est un chêne. Un buisson à côté de lui sait qu'il est un buisson. Quand j'avais 12 ans, j'étais sûr de pouvoir aller jusqu'aux chutes du Niagara. J'ai su dès mon enfance que je réaliserais la plupart de mes découvertes, même si ce n'était pas tout à fait clair pour moi. La deuxième condition pour s'adapter est la détermination. Dans tout ce que j'ai pu réaliser, j'étais déterminé. Quelle est la troisième condition d'adaptation, monsieur Tesla?
l'orientation de toutes les énergies vitales et spirituelles qui sont à l'œuvre. Par conséquent, la purification des nombreux effets et besoins de l'homme. Je n'ai rien perdu, j'ai seulement gagné. Je profite donc de chaque jour et de chaque nuit. Notez donc ceci, Nikola Tesla était un homme heureux. La quatrième condition est d'ajuster l'ensemble physique avec le travail. Que voulez-vous dire, monsieur Tesla? Tout d'abord, l'entretien de l'ensemble. Le corps de l'homme est une machine parfaite. Je sais ce dont mon circuit a besoin et ce qui est bon pour lui. Pour moi, la suralimentation est nocive et dangereuse. Parfois, j'imagine que les plus grands chefs du monde conspirent contre moi. Touchez ma main. Elle est froide, monsieur Tesla. Oui, la circulation sanguine peut être contrôlée, ainsi que de nombreux processus à l'intérieur et autour de nous. Avez-vous peur de quelque chose, jeune homme? Mark Twain a écrit le livre The Mysterious Stranger, l'étranger mystérieux, un merveilleux livre sur Satan, inspiré par vous, monsieur Tesla. Le mot Lucifer est plus charmant. Monsieur Twain aime plaisanter. Enfant, j'ai été guéri en lisant ces livres. Lorsque nous nous sommes rencontrés ici et que je lui en ai parlé, il était si ému qu'il en a pleuré. Nous sommes devenus amis et il est souvent venu dans mon laboratoire. Un jour, il m'a demandé de lui montrer une machine qui, par vibration, provoque un sentiment de bonheur. Il s'agissait d'une de ses inventions destinées à divertir, ce que j'aime parfois faire. J'ai averti M. Twain de ne pas rester sous ces vibrations. Il m'a ignoré et est resté plus longtemps. Il a fini par être comme une météorite retenant son pantalon et est entré dans une certaine pièce. C'était diaboliquement drôle, bien que je l'ai pris au sérieux. Mais pour ajuster le circuit physique, en plus de la nourriture, le sommeil est très important. Après un travail long et épuisant qui demande un effort surhumain, je me sens déjà complètement rétabli après 1 heure de sommeil. J'ai développé la capacité de gérer mon sommeil. Je m'endors et je me réveille à l'heure prévue. Si je fais quelque chose que je ne comprends pas, je me force à y réfléchir dans mon sommeil et je trouve ainsi une solution. La 5e condition d'adaptation est la mémoire. Chez la plupart des gens, le cerveau est le gardien des connaissances sur le monde et des connaissances acquises au cours de la vie. Mon cerveau s'occupe de choses plus importantes que la mémoire. Il recueille ce qui est nécessaire à chaque instant, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Il suffit de l'intérioriser. Tout ce que nous avons vu, entendu, lu et appris nous accompagne sous forme de particules de lumière. Pour moi, ces particules sont obéissantes et fidèles. Lorsque j'étais étudiant, j'ai appris par cœur le Faust de Goethe, mon livre préféré en allemand. Et je peux maintenant le réciter en entier. J'ai gardé mes inventions pendant des années dans ma tête avant de les réaliser. Vous avez souvent mentionné le pouvoir de la visualisation, monsieur Tesla. Tout ce que j'ai inventé, je l'ai visualisé auparavant. Les événements de ma vie et mes inventions sont réels devant mes yeux, visibles dans chaque manifestation ou article. Dans ma jeunesse, j'avais peur de ne pas savoir ce que c'était, mais plus tard, j'ai appris à utiliser ce pouvoir comme un talent exceptionnel et un don. Je l'ai nourri et gardé jalousement. J'ai également apporté des corrections par visualisation à la plupart de mes inventions et je les ai terminées de cette manière. C'est également par la visualisation mentale que j'ai appris à résoudre des équations mathématiques complexes. Pour ce don, je vais recevoir la distinction de Haut Lama au Tibet. Ma vue et mon ouïe sont parfaites pour mon âge et j'ose dire qu'elles sont plus fortes que celles des autres. J'entends le tonnerre à 150 miles de distance, soit 241 km, et je vois des couleurs dans le ciel que d'autres ne peuvent pas voir. J'avais déjà cette vision et cette ouïe élargie
lorsque j'étais enfant, mais je les ai développés consciemment par la suite. Vous avez été gravement malade à plusieurs reprises dans votre jeunesse. La maladie est-elle un préalable à l'adaptation? Oui, c'est souvent le résultat de l'épuisement de la force vitale, mais c'est aussi souvent la purification de l'esprit et du corps des toxines qui se sont accumulées. Il est nécessaire qu'un homme souffre de temps en temps. La source de la plupart des maladies se trouve dans l'esprit ou l'attitude. C'est pourquoi l'esprit peut guérir la plupart des maladies. Lorsque j'étais étudiant, je suis tombé malade du choléra qui a ravagé la région de l'Ika. J'ai été guéri parce que mon père m'a finalement permis d'étudier la technologie, ce qui était ma vie. Pour moi, la vision n'a pas été une maladie, mais la capacité de l'esprit à pénétrer au-delà des 3 dimensions de la Terre. J'ai eu des visions toute ma vie, et je les ai reçues comme tous les autres phénomènes qui nous entourent. Une fois, dans mon enfance, je me promenais le long de la rivière avec mon oncle et je lui ai dit « De l'eau, la truite va apparaître. Je vais jeter une pierre et la couper. » C'est ce qui s'est passé. Effrayé et surpris, mon oncle s'exclama « Va de retro Satana », ce qui veut dire « arrière Satan ». Il était cultivé et parlait latin. J'étais à Paris quand j'ai vu la mort de ma mère. Dans le ciel, plein de lumière et de musique, flottaient des nuages. Ce sont des créatures merveilleuses. Une d'entre elles avait le caractère d'une mère qui me regardait avec un amour infini. Alors que la vision disparaissait, j'ai su que ma mère était morte. Quelle est la 7e condition d'ajustement, Monsieur Tesla? La connaissance de la façon de transformer l'énergie mentale et vitale en ce que nous voulons et d'obtenir le contrôle de tous les sentiments. Les hindous l'appellent Kundalini Yoga. Cette connaissance peut être apprise, ce qui prend de nombreuses années. Elle peut être acquise par la naissance. La plupart ont acquis ce savoir par la naissance. Ils sont en étroite relation avec l'énergie sexuelle, qui est l'une des plus répandues dans l'univers. La femme est la plus grande voleuse de cette énergie et donc du pouvoir spirituel. Je l'ai toujours su et c'est pourquoi j'ai toujours été vigilant. J'ai créé à partir de moi-même ce que je voulais, une machine réfléchie et spirituelle. 9e ajustement, Monsieur Tesla. Faites tout ce qui est possible, chaque jour, chaque heure, pour ne pas oublier qui nous sommes et pourquoi nous sommes sur la Terre. Il y a des gens extraordinaires qui luttent contre la maladie, la privation ou la société qui les blesse avec sa stupidité, son incompréhension, sa persécution et d'autres problèmes dont le pays est rempli. Il y a beaucoup d'anges déchus sur la Terre. Quelle est la 10e condition d'ajustement? C'est le plus important. Écrivez dans le magazine que M. Tesla a joué et a passé toute sa vie à jouer et qu'il a aimé ça. Monsieur Tesla, qu'il s'agisse de vos conclusions ou de votre travail, est-ce un jeu? Oui, mon cher garçon. Combien j'ai voulu jouer avec l'électricité. Je frémis à chaque fois que j'entends l'histoire du grec Prométhée qui avait dérobé le feu de l'Olympe pour le donner aux humains. Une histoire terrible où il est question d'un homme attaché à un rocher sur le mont Caucase et dont le foie est dévoré chaque jour par l'aigle du Caucase, chaque jour et repoussant la nuit. Le dieu Zeus n'avait-il pas assez de tonnerre et d'éclairs? La foudre est le plus beau jouet que l'on puisse trouver. N'oubliez pas de rappeler que Nikola Tesla a été le premier à découvrir les rayons. Monsieur Tesla, vous parlez des anges et de leur adaptation à la Terre. En fait, c'est la même chose. Vous pouvez écrire ceci. Il a osé s'approprier les prérogatives d'Indra, de Zeus et de Perun. Imaginez un de ces dieux en robe de soirée noire, chapeau melon et gants de coton blanc préparant des éclairs, des incendies et des tremblements de terre pour l'élite de New York City.
Les lecteurs adorent l'humour de notre journal. Vous me déconcertez en disant que vos découvertes ont d'énormes avantages pour les gens et qu'elles représentent en même temps un jeu. Beaucoup vont froncer les sourcils. Cher Monsieur Smith, le problème est que les gens prennent tout cela trop au sérieux. S'ils ne le faisaient pas, ils seraient plus heureux et vivraient beaucoup plus longtemps. Un proverbe chinois dit que le sérieux excessif raccourcit la vie. Mais pour que les lecteurs du journal ne froncent pas les sourcils, revenons aux choses qui comptent pour eux. Ils aimeraient entendre votre philosophie, Monsieur Tesla. La vie est un rythme qui doit être compris. Je sens le rythme. Je le laisse me diriger et j'y consens. Il est très agréable et m'a donné les connaissances que j'ai. Tout ce qui vit est dans une relation profonde et merveilleuse. L'homme et les étoiles, les amibes et le soleil, le cœur et la circulation d'un nombre infini de mondes. Ces liens sont imperceptibles, mais s'ils sont apprivoisés, ils peuvent permettre de créer des liens nouveaux et différents dans le monde sans violer les anciens liens. La connaissance vient depuis l'univers. Notre vision est un ensemble des plus parfaits. Nous avons deux yeux, le terrestre et le spirituel. Il est recommandé qu'ils se convertissent en un seul œil. L'univers est vivant dans toutes ses manifestations, comme un animal pensant. La pierre est un être pensant et sensible, comme les plantes, les bêtes et les hommes. Une étoile brillante demande à être vue, et si nous n'étions pas égocentriques, nous comprendrions son langage et son message. Le souffle, les yeux et les oreilles de l'homme doivent se conformer au souffle, aux yeux et aux oreilles de l'univers. En disant cela, il me semble entendre des textes bouddhistes, des mots ou des paroles taoïstes. C'est exact. Cela signifie qu'il y a une connaissance générale et que la vérité que l'homme a toujours possédée existe. Selon mon sentiment et mon expérience, l'univers n'a qu'une seule substance et une seule énergie suprême avec un nombre infini de manifestations de la vie. Le plus beau, c'est que la découverte d'une nature secrète révèle l'autre. Elles ne peuvent pas être cachées. Elles sont tout autour de nous. Mais nous sommes aveugles et sourds à leur égard. Si nous nous attachons émotionnellement à elles, ce sont elles qui viennent à nous. Il y a beaucoup de pommes, mais un seul Newton, il n'a eu besoin que d'une pomme qui est tombée devant lui pour découvrir la loi de la gravitation. Je vous pose une question qui aurait pu être posée au début de cette conversation. Qu'est-ce que l'électricité pour vous, mon cher monsieur Tesla? Tout est électricité. C'est d'abord la lumière, la source inépuisable, d'où tout ce qui est matériel est venu et a été distribué à toutes les formes représentant l'univers et la Terre avec tous leurs aspects de la vie. Le noir est le vrai visage de la lumière, mais nous ne le voyons pas. Il est d'une grâce remarquable pour l'homme et les autres créatures. Chacune de ces particules possède de l'énergie lumineuse, thermique, nucléaire, radioactive, chimique, mécanique et une énergie inconnue. Elle a le pouvoir de créer la Terre avec son orbite. C'est le véritable levier d'Archimède. Monsieur Tesla, vous avez trop tendance à privilégier l'électricité. Je suis l'électricité. Ou, si vous préférez, je suis l'électricité sous forme humaine. Vous êtes aussi de l'électricité, Monsieur Smith. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Est-ce la raison pour laquelle vous avez la capacité de résister au choc de près d'1 million de volts d'électricité alternative à travers votre corps? Imaginez un jardinier attaqué par des mauvaises herbes. Ce serait de la folie. Le corps et le cerveau de l'homme sont constitués d'une grande quantité d'énergie. C'est en moi que se trouve la plus grande partie de l'électricité. L'énergie qui est différente chez chaque personne est ce qui fait que l'être humain est un moi ou une âme. Pour les autres créatures, dans leur essence, l'âme de la plante est l'âme des minéraux
et des animaux. Les fonctions cérébrales et la mort se manifestent dans la lumière. Dans ma jeunesse, mes yeux étaient plus foncés. Aujourd'hui, ils sont bleus. Et avec le temps, à mesure que la tension du cerveau se renforce, ils se rapprochent du blanc. Le blanc est la couleur du ciel. Un matin, par ma fenêtre, un pigeon blanc que je nourrissais est entré. Il voulait me dire qu'il était en train de mourir. De ses yeux jaillissaient des flots de lumière. Je n'avais jamais vu autant de lumière dans une créature que dans ce pigeon. Le personnel de votre laboratoire parle d'éclairs de lumière, de flammes et de tonnerres qui se produisent si vous êtes en colère ou si vous êtes en danger. C'est une décharge psychique ou un avertissement de vigilance. La lumière a toujours été de mon côté. Savez-vous comment j'ai découvert le champ magnétique rotatif et le moteur à induction qui m'ont rendu célèbre à l'âge de 26 ans? Un soir d'été, à Budapest, je regardais le coucher du soleil avec mon ami Szigetigem. Des milliers de feux tournoyaient dans des milliers de couleurs flamboyantes. Je me suis souvenu de Faust et j'ai récité ces vers. Puis, comme dans un brouillard, j'ai vu le champ magnétique tourner et le moteur à induction. Je les ai vus dans le soleil. Le service hôtelier dit qu'au moment de la foudre, vous vous isolez dans la chambre et que vous vous parlez à vous-même. Je parle à l'éclair et au tonnerre. Avec eux, dans quelle langue, monsieur Tesla? Principalement dans ma langue maternelle, la langue a des mots et des sons, surtout dans la poésie. Donc elle est adéquate. Les lecteurs de notre magazine vous seraient très reconnaissants de bien vouloir expliquer cela. Le son n'existe pas seulement dans le tonnerre et les éclairs. Il existe aussi dans la transformation, dans la luminosité et dans la couleur. Une couleur peut être entendue. Le langage est fait des mots, ce qui signifie qu'il est le fait de sons et de couleurs. Tous les tonnerres et éclairs sont différents et ont leur nom. J'appelle certains d'entre eux par les noms de ceux qui ont été proches de ma vie ou de ceux que j'admire. Dans la clarté du ciel et du tonnerre vivent ma mère, ma sœur, mon frère Daniel, un poète, Jovan Jovanovic Smaj, et d'autres personnes de l'histoire serbe. Des noms comme Isaïa, Ézéchiel, Leonardo, Beethoven, Goya, Faraday, Pouchkine, et tous les bancs de feu ardents et d'enchevêtrement d'éclairs et de tonnerres qui ne cessent toute la nuit d'apporter la précieuse pluie à la terre, de brûler des arbres ou des villages. Il y a des éclairs et des tonnerres, et ils sont plus brillants et plus puissants. Ils reviennent et je les reconnais parmi des milliers. Pour vous, la science et la poésie sont-elles la même chose? Ce sont les deux yeux d'une personne. On a enseigné à William Blake que l'univers est né de l'imagination, qu'il existe et existera jusqu'au dernier homme sur Terre. C'est grâce à l'imagination que les astronomes ont pu rassembler les étoiles de toutes les galaxies. C'est l'énergie créatrice, identique à l'énergie de la lumière. Pour vous, l'imagination est plus réelle que la vie elle-même? Elle donne naissance à la vie. Je me suis nourri de ma pensée. J'ai appris à contrôler mes émotions, mes rêves et mes visions. J'ai toujours apprécié la façon dont j'ai nourri mon enthousiasme. Toute ma vie, j'ai passé beaucoup de temps dans l'extase. C'était la source de mon bonheur. Cela m'a aidé pendant toutes ces années à produire une œuvre qui a suffi pour les 5 vies que j'ai vécues. Il est préférable de travailler la nuit à cause de la lumière des étoiles et du lien étroit qui se crée. Vous avez dit que je suis, comme tout être, la lumière. J'en suis flatté, mais j'avoue que je ne comprends pas très bien. Pourquoi faut-il comprendre, Monsieur Smith? Il suffit de croire. Tout est lumière. Dans l'un de ces rayons se trouve le destin des nations. Chaque nation a son propre rayon dans cette grande source de lumière que nous voyons et qui est le soleil. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas d'homme
qui ait existé et qui ne soit pas mort. Ils sont devenus lumière et en tant que tels, ils existent toujours. Le secret réside dans le fait que les particules de lumière retrouvent leur état originel. C'est la résurrection. Je préfère parler de retour à une énergie antérieure. Le Christ et plusieurs autres connaissaient le secret. Je cherche un moyen de conserver l'énergie humaine. Il s'agit des formes de lumière, parfois directement appelées lumière céleste. Je ne cherche pas cela pour mon propre bénéfice, mais pour le bien de tous. Je crois que mes découvertes rendent la vie des gens plus facile et plus supportable, et les canalisent vers la spiritualité et la moralité. Pensez-vous que le temps puisse être aboli? Pas vraiment. Car la première caractéristique de l'énergie est qu'elle se transforme. Elle est en perpétuelle transformation, comme les nuages des taoïstes. Cependant, il est possible de tirer parti du fait que l'homme conserve une conscience après la vie terrestre. Dans chaque recoin de l'univers, il y a l'énergie de la vie. L'une d'entre elles est l'immortalité, dont l'origine est extérieure à l'homme et qui l'attend. L'univers est spirituel, comme la moitié d'entre nous. Et en même temps, l'univers est plus moral que nous, parce que nous ne connaissons pas sa nature et que nous ne savons pas comment harmoniser notre vie avec lui. Je ne suis pas un scientifique. La science est peut-être le moyen le plus commode de trouver les réponses aux questions qui m'ont toujours hanté et qui transforment mes jours et mes nuits en feu. Quelle est cette question? Comme vos yeux brillent. Ce que je voulais savoir, c'est ce qui arrive à une étoile filante comme lorsqu'un soleil s'éteint. Les étoiles tombent en poussière ou en graines sur ce monde et sur d'autres mondes, et le soleil est dispersé dans nos esprits, dans la vie de nombreux êtres qui renaîtront comme une nouvelle lumière ou comme le vent cosmique dispersé dans l'infini. Je comprends que cela est nécessaire pour être inclus dans la structure de l'univers. Le fait est, cependant, qu'une de ces étoiles et un de ces soleils, même le plus petit, se conservent. Mais Monsieur Tesla, réalisez-vous que cela est nécessaire et inclus dans la constitution du monde? Lorsqu'un homme se transforme en être conscient, son but le plus élevé doit être de courir après une étoile filante et d'essayer de l'attraper. Il doit comprendre que sa vie lui a été donnée pour cela et qu'il sera sauvé. Finalement, il sera possible d'attraper des étoiles. Et que se passera-t-il alors, Monsieur Tesla? Le Créateur va rire et dire: elles tombent uniquement pour que tu les poursuives et que tu les attrapes. Tout cela n'est-il pas l'opposé de la douleur cosmique que vous évoquez si souvent dans vos écrits? Et qu'est-ce que la douleur cosmique? Non, parce que nous sommes sur Terre. C'est une maladie dont la grande majorité des gens ignorent l'existence et qui engendre beaucoup d'autres maladies. La souffrance, le mal, la misère, les guerres et tout ce qui fait de la vie humaine une condition absurde et horrible. Cette maladie ne peut pas être complètement guérie, mais la prise de conscience la rendra moins compliquée et moins dangereuse. Chaque fois qu'un de mes proches est blessé, je ressens une douleur physique. C'est parce que nos corps sont faits d'un matériau similaire et que notre âme est liée à ces filaments incassables. La tristesse incompréhensible qui nous envahit parfois signifie que quelque part, à l'autre bout de la planète, un enfant ou un homme généreux est mort. L'univers entier est à certaines périodes malade de lui-même et de nous. La disparition d'une étoile et l'apparition de comètes nous affectent plus que nous ne pouvons l'imaginer. Les relations entre les créatures de la Terre sont encore plus fortes à cause de nos sentiments et de nos pensées. La fleur la plus belle se parfume, sinon elle tombe en silence ou l'oubli. Nous devons apprendre ces vérités pour être guéris. Le remède se trouve dans notre cœur, ainsi que dans le cœur des animaux, et aussi dans le grand mystère que nous appelons l'univers.
Je vous remercie, Monsieur Tesla, de m'avoir accordé ce moment de partage exclusif et inédit. Vous êtes si en avance sur votre temps que je suis sûr que dans 1 ou 2 siècles, les lecteurs se demanderont toujours si cet entretien a vraiment eu lieu. Et comme je sais qu'il est dans la nature de l'être humain de regarder le doigt lorsqu'on lui montre la lune, il leur appartiendra de prendre ce qu'ils doivent prendre et d'apprendre ce qu'ils doivent apprendre de cet entretien. Je vous remercie encore. Cher ami, nous voilà au terme de cet échange plein d'enseignements incroyables pour le commun des mortels. Je t'encourage à vraiment prendre le temps d'écouter et de réécouter cet entretien qui t'aide à réaliser qu'en toi sommeille un énorme potentiel pour te permettre de réaliser des choses inimaginables et fantastiques. Tu comprendras que ce n'est pas par hasard que Nikola Tesla a découvert toutes ces choses formidables auxquelles son nom est lié. Selon l'encyclopédie Wikipédia, Nikola Tesla a déposé quelques 300 brevets couvrant au total 125 inventions qui seront pour beaucoup attribuées à tort à Edison. Inventeur et ingénieur américain d'origine serbe, Nikola Tesla a joué un rôle prépondérant dans le développement et l'adoption du courant alternatif pour le transport et la distribution de l'électricité. Il travailla dans la téléphonie et l'ingénierie électrique dans son pays. Il émigra aux États-Unis en 1884 pour travailler avec Thomas Edison, puis avec George Westinghouse. Ce dernier enregistra un grand nombre de ses brevets. Il a décrit de nouvelles méthodes pour réaliser la conversion de l'énergie. Tout cela fait que Tesla est considéré comme l'un des plus grands scientifiques dans l'histoire de la technologie. Il est même reconnu comme l'un des ingénieurs les plus créatifs de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Malgré ce brillant parcours, il préférait modestement se définir comme un découvreur. Au vu des éléments contenus dans ce fragment et de la biographie de Tesla, ce mystérieux entretien avec le journaliste M. Smith aurait été accordé par Nikola Tesla vers la fin de sa vie et non en 1899 comme cela a été avancé par certains. Pour terminer, le plus important pour moi est que tu retiennes l'esprit de la lettre. Nikola Tesla nous invite à nous réveiller à l'idée que nous sommes des dieux et que de ce fait, nos capacités n'ont pour limite que nous-mêmes. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.